croyances. Moi j'en ai, vous en avez. J'ai des croyances comme tout le monde à propos de ce que veut dire vivre, quel est le sens qu'il faut donner à sa vie, etc. Donc, quand je dis croyance, c'est pas du tout un sens exclusivement religieux, ça peut être des croyances scientifiques, c'est-à-dire des croyances à propos de choses que la science traite, mais qui sont différentes de ce que dit la science. Et donc, si je fais de la vulgarisation, c'est justement parce que je pense qu'il faut donner aux citoyens des armes critiques à propos des discours qu'ils entendent. Y compris pour critiquer les travaux scientifiques. Oui, mais critiquer en connaissance de cause. Voilà. Critiquer une idée scientifique ou un résultat scientifique au motif qui ne nous plaît pas, ou bien qu'on ne le sent pas, ou qu'on n'est pas d'accord spontanément avec lui, ça me semble assez dangereux. Et pour citer un autre auteur que Alain, Gaston Bachelard, que j'admire particulièrement, disait que faire de la science, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire, c'est admettre que ce que notre cerveau pense spontanément peut être faux. Par exemple, l'observation des phénomènes, quels qu'ils soient, ne permet pas de les comprendre. Parce que si j'observe des phénomènes triviaux, comme la chute des corps, par exemple, je vois que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et donc, pour comprendre que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, résultat obtenu par égalité, il faut faire autre chose que regarder les corps tomber. Autrement dit, la première grande loi de la physique moderne, la loi de la chute des corps de Galilée, est une loi qui contredit l'observation. À l'époque où il l'énonce, on ne sait pas faire le vide. On discute même de son existence. Il y a des controverses fameuses. Donc la question, c'est comment Galilée a-t-il fait pour comprendre, pour découvrir la bonne loi de la chute des corps, alors même qu'il n'avait pas de données et que les observations qu'il pouvait faire contredisaient la loi qu'il a trouvée. Et donc, c'est un autre argument pour la vulgarisation, c'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, mais ça a peut-être toujours été vrai, j'en sais rien, mais il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent le bon sens, le fameux bon sens, pour critiquer la science. C'est ce que j'appelle le populisme scientifique, ou le démagogisme cognitif, on peut choisir les mots. C'est-à-dire, si un résultat nous semble contraire au bon sens, on le rejette. Or, toute la science est contraire au bon sens. La science est construite contre le bon sens. Le bon sens vous fait dire que la Terre est plate, le bon sens vous fait dire toutes sortes de bêtises, que l'atome n'existe pas, que le vide ne peut pas exister, etc. Et toutes les lois physiques, même élémentaires qu'on apprend au lycée, sont des lois qui, lorsqu'on les écoute attentivement, heurtent le bon sens. Par exemple, un des principes de la mécanique, c'est que, je parle de la mécanique classique, avec la mécanique quantique c'est encore pire, indique un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne uniforme. Le corps a un mouvement en ligne droite qui ne s'arrête jamais. Mais personne n'a jamais vu ça. Tous les mouvements que nous voyons sont des mouvements soit qui s'amortissent, soit qui s'accélèrent, soit qui tournent. On n'a pas vu d'autres mouvements que celui-là. On n'a jamais vu de mouvement inertiel. Et donc la mécanique s'est construite sur un principe qui est directement inobservable. Et donc je peux dire, moi, comme Aristote, si la force s'arrête, le mouvement s'arrête. Donc pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait force. Et ça, c'est un argument de bon sens qui est faux. Voilà. Donc le bon sens comme arme critique, c'est dangereux. Et je pense que, comme la spontanéité, la curiosité, la confiance en soi sont constamment sollicitées et encouragées, on se retrouve aujourd'hui dans des situations où même des étudiants nous interpellent en disant « mais ça, j'y crois pas, ça me plaît pas ». Oui, mais non, même si ça ne plaît pas, c'est comme ça. Et d'ailleurs, Le débat entre Albert Einstein et Niels Bohr, qui a duré assez longtemps, c'est un débat absolument fondamental, qui était au départ philosophique. C'est-à-dire qu'en gros, Bohr disait le but de la physique, c'est non pas de décrire la réalité telle qu'elle est, qui est une entité métaphysique, on ne saura jamais, on ne sait même pas la définir, mais c'est de pouvoir prédire notre interaction avec la réalité, c'est-à-dire prédire les résultats des mesures qu'on peut effectuer dans un laboratoire. Et ça, disait-il, la mécanique quantique le fait très bien, et on n'a rien à lui demander de plus. Alors qu'Einstein disait non, la physique, elle doit décrire non pas notre interaction avec le réel, mais le réel. Or ça, la physique quantique ne le fait pas parce qu'elle raisonne avec des probabilités, une histoire un peu compliquée après. Il y avait un débat philosophique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce débat étant retravaillé par la suite par d'autres physiciens, un
un théoricien qui s'appelle John Bell, et puis d'autres qui ont fait des expériences, ce débat philosophique a été tranché par une expérience. C'est-à-dire qu'on a pu montrer que si on suivait le point de vue de bord, dans certaines situations, ça conduisait à certaines contraintes. Si on suivait le point de vue d'Einstein, ça conduisait à d'autres contraintes. On a pu faire des expériences qui ont montré que c'est le point de vue de bord, il faudrait raffiner, mais qui était le bon. Et donc là, on a un cas magnifique de ce que Merleau-Ponty, philosophe, professeur au Collège de France, appelait une découverte philosophique négative faite par les physiciens. C'est-à-dire une découverte qui, si on la prend au sérieux, ne nous dit pas ce qu'on doit penser, il ne faut pas aller trop loin, mais nous dit ce que nous ne pouvons plus penser. Et ça ouvre des nouveaux jours. Ça permet la découverte de ce qu'on appelle la non-séparabilité, et ça ouvre, moi, ce que j'appelle des nouveaux chemins de pensée. C'est-à-dire que les philosophes sont invités à reprendre le travail en voyant comment ce résultat modifie ou ne modifie pas ce qu'ils disaient auparavant. Et donc c'est plutôt un moteur pour réenclencher une réflexion transdisciplinaire entre les disciplines, disons, qui est en l'occurrence très féconde. La non-séparabilité, c'est non seulement une découverte de physique qui vient trancher une question philosophique, mais c'est aussi, comme vous le savez, la base d'une révolution industrielle, puisque ça permet la cryptographie, ça permet l'ordinateur quantique peut-être un jour, ça permet la téléportation d'état physique, ça permet beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait être, non pas enseigné, mais discuté partout. Parce qu'en fait, ça nous concerne tous. Est-ce que ça laisse fait aujourd'hui, justement, les débats entre des disciplines différentes, c'est quelque chose, des dynamiques encore dans les milieux universitaires tout au moins? Les milieux universitaires, je ne sais pas trop, en tout cas dans mon laboratoire, il y a des physiciens et des philosophes. Donc moi ce que j'observe, c'est que de plus en plus, des philosophes sont intéressés par les physiciens et les physiciens s'intéressent à la philosophie, notamment chez les étudiants, ça c'est quelque chose que je vois. Évidemment, ça ne concerne pas tous les philosophes et ça ne concerne pas tous les physiciens. Mais l'important, c'est qu'il y en ait quelques-uns qui interagissent. Il ne s'agit pas de fusionner des communautés. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les examens, par exemple, entremêlent la physique et la philosophie. Vous imaginez au bac un sujet de physique qui serait comment la théorie d'Einstein de la gravité devrait tenir compte de l'insoutenable légèreté de l'être. Vous pourriez répondre peut-être. Non, mais ça sera longtemps intéressant. Ça sera intéressant. Mais c'est pas du tout cette fusion-là que je prône, c'est plutôt qu'il y ait des lieux où les uns et les autres se prennent au sérieux, mutuellement. Souvent les physiciens disent les philosophes sont dans l'abstraction, disent des discours dont ils n'éprouvent pas la vérité par des expériences, c'est gratuit, c'est parfois abscon, etc. Et puis les philosophes ont tendance à reprocher aux physiciens de faire des calculs sans comprendre la portée de leurs calculs, etc. D'autre part, il y a une sorte de réticence mutuelle à aller dans le champ de l'autre, pour des raisons de timidité ou de manque de confiance en soi dans les concepts de l'autre. Et c'est légitime. Si vous ouvrez un livre de théorie quantique des champs, c'est vraiment dur. Et vous allez dire, est-ce que je vais passer ma vie à comprendre les 3 premières pages de ce livre? Si vous lisez un livre de Heidegger, certains livres de Heidegger, c'est quand même très très dur. Il y a des phrases, enfin moi ça m'arrive encore de prendre des phrases de Heidegger et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et j'appelle un copain heideggerien qui me dit, mais écoute Étienne, c'est extrêmement compliqué, je ne peux pas t'expliquer ça comme ça. Donc Foucault avait écrit un très beau texte en disant, dans le fait d'être abscon, et c'est vrai pour les physiciens comme les philosophes, dans le fait d'être abscon, il y a une forme de lâcheté intellectuelle. C'est-à-dire que si vous êtes abscon, et si on vous reproche d'avoir dit telle ou telle chose, comme ce que vous avez dit est abscon, vous pouvez toujours dire que vous ne l'avez pas dit. C'est-à-dire que vous pouvez déplacer ce que vous avez vraiment dit au gré des attaques que vous subissez, de sorte que vous n'êtes jamais attaquable. Or, on peut se demander si une pensée qui n'est pas attaquable, même formellement, n'est pas autre chose qu'une pensée. Et d'ailleurs, à propos il y a, dans Matière à contredire aussi, il y a un autre livre dont j'ai parlé tout à l'heure, vous savez toujours cette capacité à expliquer des concepts
Et parfois, nous-mêmes, nous ne voyons pas trop la différence. J'échange un peu le sujet, quoique on peut toujours attacher votre pensée aux différents livres que vous avez écrits. Et dans les livres dont vous parlez des progrès, vous faites la différence entre progrès et innovation. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment, à travers les textes que vous avez écrits, que ce mot-là, progrès, il est de moins en moins utilisé aujourd'hui, parce que peut-être on ne croit plus à cette notion de progrès aussi. Oui, alors ça c'est quelque chose que chacun d'entre vous peut observer de la même façon que moi, à condition d'avoir un certain âge. Moi j'ai 60 ans, donc j'ai vu dans mon existence comment les mots soit sont apparus, soit ont disparu. Bon, par exemple, quand j'étais étudiant, aucun de mes professeurs dans une école d'ingénieur n'employait le mot innovation. D'ailleurs, j'ai rencontré des camarades de promotion qui m'ont dit que c'était vrai. C'est un mot qui n'existait pas dans le discours ni scientifique ni politique. On parlait de découverte, on parlait d'invention, on parlait d'application et on parlait de brevet. Mais on ne parlait pas d'innovation. Le mot progrès était très présent dans les discours publics. Bon, c'est un mot qui a à peu près 4 siècles d'âge, il a été écrit pendant 3 siècles avec une majuscule, puis on a laissé tomber la majuscule, mais on a gardé l'idée. Or, avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner, on a regardé avec un logiciel, dans les discours publics, disons les discours politiques, les discours de campagne électorale, etc., comment les mots apparaissent et à quelle fréquence ils apparaissent. Et on a découvert une chose qu'on aurait d'ailleurs pu comprendre ou voir sans ces logiciels, c'est la disparition progressive, mais très rapide, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe, du mot progrès. Il a complètement disparu des discours publics. Et il est remplacé par un autre mot qui apparaît à la fin des années 80 du siècle passé, qui est le mot innovation. C'est incroyable, on a publié les courbes, hein, la courbe progrès fait comme ça, elle décroît, en fonction du temps, puis la courbe innovation fait comme ça. Le croisement des deux courbes se fait au début du XXIe siècle. Il y a une façon d'ailleurs très simple de le voir. Pendant la campagne présidentielle de 2007, tous les candidats, de quelque bord qu'ils fussent, extrême droite jusqu'à extrême gauche, utilisent le mot progrès dans leur discours. Évidemment, à des rythmes variables et dans des sens peut-être différents. En 2012, 5 ans plus tard, plus aucun. Plus aucun. C'est comme incroyable. Incroyable. Comment un mot qui a été structurant de la modernité pendant 4 siècles a-t-il pu s'effondrer en un quinquennat? Incroyable. Alors on va dire il y a la crise de 2008, bon, très bien, mais c'est pas une crise qui fait qu'on abandonne un mot. Et en fait, quand vous constatez ce phénomène, vous dites c'est pas grave, progrès et innovation c'est la même chose. Donc on a permuté les deux mots, on a remplacé l'un par l'autre, mais l'idée est la même. Bon, alors quand vous regardez maintenant les rhétoriques, c'est-à-dire les discours dans lesquels on parle de progrès, et vous les comparez aux discours dans lesquels on parle d'innovation, ce que j'ai fait avec un collègue de mon laboratoire qui s'appelle Vincent Bontemps, on voit une différence radicale dans la rhétorique. Pour le dire de façon brève, croire au progrès, c'est d'abord configurer le futur d'une façon qui est crédible et attractive. Crédible, ça veut dire qu'on refuse l'utopie. Il ne s'agit pas de penser à un autre monde complètement différent et inaccessible. Il faut qu'on sache comment y aller. Crédible. On va s'appuyer sur la science notamment, ou la technique. Il faut aussi que ce soit attractif. Si ce n'est pas attractif, on n'a pas envie d'y aller. Et pourquoi il faut que ce soit attractif? C'est parce que le progrès n'étant pas automatique, il va falloir travailler pour le faire advenir, pour nos enfants, etc. Autrement dit, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Il faut donc une philosophie de l'histoire, et il faut imaginer que le temps est constructeur et qu'il est complice de notre liberté et de notre volonté. Le temps en passant va nous aider à accomplir notre projet. Et donc, pour penser le progrès, il ne faut pas s'appuyer sur l'état critique à présent, mais sur une certaine idée
crédible et attractive du futur. Or, la rhétorique de l'innovation, telle qu'elle se déploie dans les discours officiels, dit, nous, les Européens par exemple, nous sommes soumis à de multiples défis, raréfaction des ressources, vieillissement de la population, changement climatique, etc. Je vous passe la liste. Et nous avons compris que nous ne pouvons relever ces défis que grâce à l'innovation. Autrement dit, c'est l'état critique du présent qui sert de moteur de l'innovation. Et le but de l'innovation n'est plus de construire un nouveau monde, mais d'empêcher que le monde se défasse. Autrement dit, cette rhétorique s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur, d'un temps qui abîme les choses, qui abîme les situations, qui les dégrade. Et il faut innover pour empêcher que le monde ou l'Europe disparaissent. Et donc, sans qu'on s'en rende compte, la rhétorique de l'innovation, en remplacement de celle du progrès, a complètement changé notre rapport au temps. C'est comme si c'était mieux avant et qu'il fallait empêcher que ça décline trop vite. Et sans vouloir vous assommer de références, avec ce collègue Vincent Montant, on s'est amusé à regarder l'histoire du mot innovation. Parce que j'ai dit qu'il n'était pas utilisé dans les années 80, mais en fait il avait été utilisé avant. On est remonté jusqu'au XIVe siècle et on a découvert des choses absolument incroyables. Par exemple, le mot innovatio en latin, il apparaît dans le vocabulaire juridique. Et il désigne ce qu'on appellerait aujourd'hui un avenant à un contrat. Autrement dit, innovatio, c'est ce qu'il faut ajouter de neuf à un contrat pour que le contrat demeure valide alors que quelque chose a changé. Autrement dit, il faut innover pour que rien ne change. Il faut innover pour que rien ne change. Et celui qui va parler d'innovation dans un sens technique, c'est un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon, dans un livre qui est publié en 1625. Alors, Bacon parle de progrès d'ailleurs. Emmanuel Kant va lui dédier la critique de la raison pure parce qu'il a inventé le mot progrès. Mais il écrit un chapitre dans un livre qui s'appelle l'innovation. L'innovation technique, c'est d'elle qu'il parle. Et il dit, le temps qui passe est corrupteur. Les forces du bien étaient maximales au départ, les forces du mal sont continues, et donc si on fait le bilan final, c'est le mal qui l'emporte. Et il ajoute, comment faire pour que le mal ne l'emporte pas? Et il répond, par l'innovation. Incroyable. Autrement dit, l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour empêcher que le monde se déface. Et il dit, il ne faut pas aller trop vite, parce que si on fait trop vite, l'innovation est perçue comme une étrangère, et elle est rejetée. Si elle est trop lente, alors elle ne produit pas l'effet escompté, et les dégâts produits par le temps qui passe sont irréversibles, c'est trop tard. C'est exactement comme ça qu'on en parle. Autrement dit, en remplaçant le mot progrès par le mot innovation, on a repris la rhétorique de Francis Bacon de 1625, c'est-à-dire d'avant les Lumières. Donc moi je veux bien qu'on liquide l'idée de progrès, ça, mais il faut être cohérent, c'est-à-dire que si on croit au progrès, alors on doit lui appliquer à lui-même ce qu'il implique, c'est-à-dire faire progresser cette notion, au lieu d'en rester au discours des Lumières. Le XXe siècle est passé par là. On a vu que beaucoup d'embrayages automatiques que les philosophes des Lumières croyaient voir entre le progrès moral, le progrès technique, le progrès politique, le progrès scientifique n'existe pas. C'est pas parce qu'on forme des mathématiciens qu'on crée une démocratie. Donc ils sont un peu trompés là-dessus. Ils avaient, eux, une vision très claire de la séparation entre le bien et le mal. Nous, on a compris que c'est toujours au nom du bien qu'on fait le mal. Personne ne dit je veux faire le mal pour le mal. Même les gens qui font des attentats disent que c'est au nom du bien qu'ils ont fait un attentat. Donc ça complexifie la rhétorique des philosophes des Lumières. Et c'est à nous de faire un travail pour voir ce qui a marché, ce qu'il faut changer, pour reconstruire une philosophie du progrès qui tienne compte, d'une part, de ce que nous voulons, et d'autre part, de ce que nous avons appris au cours de l'histoire. Alors évidemment, c'est très difficile parce que, je vous l'ai dit au départ, il faut, pour que ça marche,
une idée du futur qui soit crédible et attractive. Le problème aujourd'hui, c'est que quand c'est crédible, c'est pas attractif, et quand c'est attractif, c'est pas crédible. Et ça interroge évidemment ce que disaient les scientifiques, puisqu'avant, les scientifiques faisaient des plans extrêmement séduisants. Or aujourd'hui, les scientifiques, pour de justes raisons, quand ils parlent du futur, disent des choses effrayantes. Vous avez lu sans doute la pétition lancée il y a quelques jours par Aurélien Barraud, astrophysicien, et Juliette Binoche, qui interpelle le gouvernement en disant « Attention, agissez rapidement, ça va s'effondrer ». Il parle du climat. Il faut faire quelque chose contre le climat, parce que si le climat se dérègle de façon telle que prévue par les scientifiques, alors ça va provoquer toutes sortes de choses dont ils font la liste. Quand on tient compte de ce conseil, alors qu'on essaie de configurer le futur, c'est très difficile de le faire d'une façon attractive. Et ça met la science en porte-à-faux. C'est-à-dire comment est-ce que les climatologues, par exemple, doivent dire ce qu'ils savent. S'ils le disent tel qu'ils le voient, c'est effrayant. Donc on dit qu'est-ce qu'on peut faire, rien. Et du coup, ça milite une nouvelle fois pour une vulgarisation qui soit claire et bien faite. Moi, ce que je n'aime pas, moi j'ai aucune réticence à l'égard d'aucune forme de vulgarisation, mais ce que je n'aime pas, c'est la simplification. C'est quand on simplifie les choses, ou les discours, qu'on fait des phrases courtes, qu'on n'argumente pas, qu'on opinionne. Ça me semble très dangereux pour fabriquer un débat collectif qui permette de décider ensemble de ce qu'on veut. Ça, c'est les temps médiatiques. Là, on est dans un truc un peu médiatique quand même. Hein? Ouais. Et pourquoi c'est toujours court? Pourquoi on préfère segmenter les choses, faire parler les gens 2 minutes dans 20 chaînes de radio, plutôt qu'une fois dans 40 minutes? C'est impossible de transmettre de la science brièvement. Et donc, si on ne se donne jamais le temps d'écouter quelqu'un pendant des heures, alors la science et sa diffusion sera la première victime d'une crise de la passion généralisée. Puisqu'on n'a plus le temps d'écouter les gens. Moi, on m'a dit à la radio, là, au bout de 10 minutes, ça décroche. Donc il faut faire 8 minutes. Mais à force de faire 8 minutes, ça va décrocher, donc on va passer à 6 minutes. Et on va parler par onomatopée. Ou avec le corps, avec les mains, je sais pas. Mais avec vous, vous voyez, c'est toujours passionnant, on peut passer des heures. Mais nous avions un temps imparti qui était une demi-heure. Ouais. Et je ne sais pas si la demi-heure, c'est les temps des philosophes ou les temps des... C'était pas une critique, parce que et quand on veut parler de science, enseigner de la science, quelle qu'elle soit, il faut du temps. Et il faut expliquer comment les connaissances sont apparues, parce que, ça sera peut-être la conclusion, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, les connaissances et les croyances circulent dans les mêmes canaux. Bon, comment on va arriver à séparer les connaissances des croyances? Il n'y a qu'une façon, c'est d'avoir une meilleure connaissance de nos connaissances. C'est-à-dire d'être capable de dire ce par quoi nos connaissances sont devenues, dans l'histoire des idées, des connaissances. Une anecdote. Un jour, j'arrive dans un amphithéâtre pour faire cours à des étudiants nombreux d'une école d'ingénieurs et j'entends qu'ils se moquent des Américains qui pensent que la Terre est plate. Moi, je trouve ça très bien de se moquer des gens qui pensent que la Terre est plate. Mais je leur ai demandé, jeunes gens, comment est-ce qu'on a su que la Terre était ronde dans l'histoire des idées? C'était quoi les arguments? Quels étaient les arguments de ceux qui ont su que la Terre était ronde bien avant qu'on voit qu'elle soit ronde? Quels étaient les arguments de ceux qui pensaient qu'elle était plate? Et là, j'ai découvert qu'aucun ne savait. Et donc, nous disons que la Terre est ronde parce que nous voyons qu'elle est ronde par des photos, etc. Et vous savez bien qu'on l'a su bien avant de le voir. Aristote le savait, Magellan a fait le tour du monde, enfin, il est mort en cours de route, mais il avait le projet de faire le tour du monde et il savait qu'il n'allait pas tomber au bord du disque. Il savait très bien que la Terre était ronde. La question, c'est comment il le savait. Si nous ne sommes pas capables
de le dire, ben, évidemment c'est pas très grave. Mais évitons de nous moquer de ceux qui pensent qu'elle est plate, parce que ceux qui pensent qu'elle est plate ont énormément d'arguments. Ils ont énormément d'arguments. Ces arguments sont tous faux. Mais si nous ne connaissons pas les bons arguments, ils vont convaincre plus que nous. Cette année, en 2019 plutôt, à l'agrégation de philosophie, le sujet, c'est le temps. Bon. Alors évidemment, ça se comprend parce que les philosophes parlent du temps depuis très longtemps, si je veux dire. Mais les physiciens aussi en parlent. Galilée, Newton, Einstein, Dirac, Boltzmann parlent du temps. Et donc il y a une première question qui est, quand un philosophe parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose qu'un physicien? Si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot? Si la réponse est oui, est-ce qu'ils disent la même chose? S'ils ne disent pas la même chose, qui doit-on écouter? Autrement dit, qui a raison sur le temps? Est-ce que ce sont les physiciens ou les philosophes qui disent des choses différentes? Voilà une question qui est en fait jamais posée. C'est-à-dire qu'on ne va pas opposer, par exemple, au système de Heidegger sur le temps, des arguments de physique. Parce qu'Heidegger dit lui-même que les physiciens n'y pensent pas, ils n'ont rien compris au truc. Et donc on a créé une sorte de cloison hermétique entre les deux formes de discours, et on instille ainsi l'idée qu'il y aurait plusieurs sortes de temps. Le temps des physiciens, il y en a plusieurs, le temps des philosophes, il y en a plusieurs, etc. Alors comment vous allez vous repérer? C'est-à-dire, s'il y a autant de temps que de façons de penser le temps, est-ce que le concept de temps reste intéressant? Il faut plutôt l'abandonner. D'une façon plus générale, s'il y a autant de temps qu'il y a de phénomènes temporels, on va dire qu'il y a un temps philosophique, un temps, je sais pas, biologique, un temps psychologique, un temps cosmologique, un temps je sais pas quoi. Autrement dit, s'il y a autant de temps qu'il y a de sortes de phénomènes temporels, est-ce que le temps est encore un concept utile à penser? Ben non, il n'y aurait qu'à penser les phénomènes. Voilà, donc j'irai pas plus loin parce que justement c'est une question assez cruciale. Est-ce que dans la liste des livres que devront lire les candidats à l'agrégation de philosophie, il n'y aura que des livres de philosophie ou est-ce qu'il y aura aussi des livres de physique? C'est ça la question que je pose. Et je pense qu'il n'y aura pas de livre de physique, pour les raisons qu'on a dites en amont, qui sont qu'il n'y a pas de gens qui soient capables de corriger des copies de philosophie dans lesquelles on parle à la fois de philosophie et de physique. Donc ça tourne en rond. Oui, nous n'avons pas tourné en rond parce que nous avons appris beaucoup de choses. Et la meilleure façon de connaître aussi votre pensée et connaître aussi vos travaux, c'est lire vos livres. Je pense aussi que vous allez certainement vous faire un plaisir de signer cet ouvrage. Matière à contredire. Merci beaucoup, Étienne Klein. Merci à vous. Merci beaucoup à vous tous. Et je vous laisse.